Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. La nuit tombe vite. On baisse les becs de gaz dans les couloirs, on ferme les portes et chacun se retire. Avant que les enfants ne dorment, Hélène reste sur la chaise du palier, quelques minutes, à écouter. Elle ne veut pas dire qu'elle veille, mais c'est ce qu'elle fait. Elle n'arrive pas à se l'avouer, mais elle commence à avoir peur. Au bout d'un moment, elle se lève. Elle remet la couverture de l'aîné, vérifie la barre du volet d'un doigt, puis sort sur la pointe des pieds. Dans le couloir, elle croit sentir un souffle passer à sa hauteur. Ni froid, ni chaud. Juste une pression qui la contourne et rentre dans la chambre qu'elle vient de quitter. Elle se retourne, mais ne voit que l'ombre du montant sur la moquette. Elle retrouve alors son lit. Monsieur H dit qu'il fera demain un vrai tour complet. Elle hoche la tête. Ça sonne comme une énième promesse en l'air à ses oreilles. Elle éteint la veilleuse. Dans ce noir, le silence est presque parfait. La maison retient son souffle, comme si quelque chose attendait que tous les regards se ferment. Les jours passent, et quelque chose s'alourdit vraiment dans la maison, parce que les plantes se courbent jusqu'au rebord des pots. L'eau des vases tourne plus vite qu'elle ne devrait. Les enfants reviennent avec des paupières épaisses et des joues trop pâles. Et cette migraine lente, qui bat dans les tempes d'Hélène, ne lâche plus, comme si l'air lui-même appuyait sur les yeux, sans jamais relâcher la pression. Cette nuit-là, tout paraît tenu par une main invisible. Le couloir n'a plus d'écho, les tapis boivent chaque pas. La flamme derrière le verre ne vacille même plus, et l'aîné s'éveille avec la certitude, non pas d'un bruit, mais d'un regard posé sur lui. Une sensation persistante d'être observé. Alors à peine sorti de son sommeil, il reste immobile quelques secondes. Il écoute. Il attend que le cœur se calme. Puis il ouvre les yeux. Là, juste au pied de son lit, deux silhouettes sont assises. Exactement là où la lumière ne les atteint pas tout à fait. Assez nette pour que la forme s'impose, mais assez sombre pour que les détails manquent. L'homme est droit, les mains posées sur les genoux, le buste très fixe, la tête légèrement tournée vers l'enfant, comme s'il le surveillait. À côté, la femme paraît jeune et si mince que la robe semble flotter autour d'elle. Et ce chapeau à large bord qui mange son visage trace une ligne noire sur les couvertures. Une ombre ronde qui grimpe lentement jusqu'au ventre de l'enfant quand la flamme du palier gonfle d'un souffle à peine plus fort. Il veut appeler, pourtant la voix ne vient pas. La gorge se serre comme si l'air se retirait un peu plus à chaque seconde, et le corps refuse l'ordre simple de tendre la main vers la cloche posée sur la table. Une paralysie sourde qui s'installe sans violence et qui devient plus terrifiante que n'importe quel cri. Il essaie de cligner des yeux pour casser l'image, mais l'image ne casse pas. Les silhouettes restent à la même distance, patientes, attentives, sans bouger un seul instant, le regard fixé sur lui. La femme incline la tête d'1 millimètre, un geste si lent qu'on pourrait croire qu'il n'a pas eu lieu, et le bord du chapeau descend encore, comme si elle voulait l'empêcher de voir ses yeux. L'homme, lui, semble respirer au même rythme que l'enfant. Exact au point que chaque respiration de l'un appelle l'expiration de l'autre, comme deux soufflets qui se répondent. Et bientôt, l'enfant ne sait plus quelle respiration est la sienne. Un détail infime traverse la pièce et coupe le cœur net. Le matelas se creuse au pied, très légèrement, pas plus qu'un livre posé sur une couverture, mais assez pour que les draps tirent vers le bas et que la couture du bord se tende avec un petit bruit sec. Il essaie de détourner les yeux vers la porte, de chercher l'entrebâillure de lumière du palier, de calculer la distance à parcourir s'il parvenait à rouler hors du lit. Mais les silhouettes sont là, exactement au milieu, exactement à l'endroit qui annule chaque projet. Dans l'odeur chaude et un peu sucrée de la pièce surgit une autre note, ténue,
métallique, presque médical, qui grimpe dans la gorge et donne envie de tousser sans y parvenir. La femme penche encore la tête, de ce mouvement impossible à surprendre, et l'enfant voit le reflet jaune du palier accrocher un instant quelque chose sous le bord du chapeau. Un éclat humide, qui pourrait être un œil, et qui s'éteint aussitôt. Puis le silence retombe avec cette précision cruelle des maisons trop bien isolées. Il voudrait fermer les paupières et ne pas les rouvrir avant le matin. Pourtant il sait, sans idée de comment ni pourquoi, que s'il les ferme maintenant, il les rouvrira sur les mêmes silhouettes, plus proches, si toutefois il les rouvre un jour. Un souffle passe sur ses doigts, pas froid, pas chaud, un souffle de quelqu'un qui se penche par-dessus le lit, sans que le moindre tissu ne froisse, et la peau se couvre de chair de poule. L'enfant tremble comme une feuille. Il rassemble tout son courage et appelle enfin timidement. Maman? Sa mère, qui était à l'affût du moindre bruit, déboula dans sa chambre. À peine avait-elle mis un pied dans la pièce que les silhouettes avaient disparu, comme si rien ne s'était passé. Depuis la scène du lit, Hélène ne lâche plus les enfants d'une semelle, et son mari, qui n'a plus la patience de tout expliquer par « le bois qui travaille », se met à chercher des histoires sur la maison. D'abord auprès de Léon, puis de la voisine d'en face, jusqu'à ce que l'aîné avoue avoir trouvé des vieux papiers dans la malle du grenier. Des quittances, des noms, des dates, des articles. Un nom revient, un couple aussi. On raconte qu'ils ont perdu leur fortune d'un seul coup, qu'ils se sont retirés ici, et qu'ils sont morts de chagrin la même année, dans le grand lit, suite au décès de leur jeune enfant. Ils seraient morts juste ici, quelques semaines après avoir emménagé. Le jeune couple s'est alors laissé mourir, l'un après l'autre, comme deux flammes qui s'étouffent. Sur les bribes d'articles retrouvés, l'homme est grand et mince, et la femme porte un gigantesque chapeau. Personne ne sait s'ils ont eu le temps de vendre la maison, leurs meubles, ni pourquoi la maison a dormi si longtemps entre deux familles. Mais l'idée s'installe, et avec elle, une façon différente d'écouter les pièces vides. Le soir, pour rassurer Hélène, M. H propose de surveiller un moment le couloir avant de se coucher. Lui-même se met à douter de tout. Il s'assoit sur la chaise du palier, écoute le souffle du gaz, la respiration régulière de la maison, et cette patte de silence qui colle au tapis. Au bout de quelques minutes, un son arrive. Pas un pas, pas un craquement, autre chose. Un frottement lourd, prolongé, comme si l'on poussait un meuble d'un pan de mur à l'autre. Il se lève d'un bond, avance vers la pièce d'angle. La porte s'ouvre sans peine. À l'intérieur, rien n'a bougé. Les chaises sont à leur place, la table aussi. Mais le tapis garde un pli qui n'y était pas. Une petite vague vers la porte, comme si un poids avait roulé dessus avant de s'arrêter. Il pose la main au sol, sent une tiédeur étrange au ras de la laine, retire la main aussitôt. Honteux de sa peur, prêt à rire de lui-même, mais incapable de rire. Il revient vers la cage d'escalier, dans la cuisine. En bas, il croit entendre un bruit de porcelaine. « Léon ?» Aucune réponse. Il descend 3 marches, hésite, remonte 2 et s'immobilise. Quelque chose vient de passer au fond du couloir, à hauteur de la chambre d'amis. Une ombre nette, effilée, haute, avec ce bord large qui mange le haut du visage. La forme exacte d'un grand chapeau. Pas de pas, pas de souffle. Juste la silhouette qui glisse, puis la lumière jaune qui revient à sa place comme si rien n'avait traversé l'air. Monsieur H avance jusqu'à l'embrasure. Le couloir est vide. Il s'apprête à reculer quand la voix arrive. Pas par l'oreille, pas par la bouche d'un vivant, mais par l'intérieur, au centre exact de la tête, comme si la maison la pensait à sa place. Tu n'es pas chez toi ici, Jack. Il recule. La phrase revient. Ce
n'est pas chez toi, Jack. Il sent ses jambes prêtes à se dérober. Pourtant, il ne court pas. Il marche vite, ce qui est pire, jusqu'à la chambre. Il pousse la porte, referme, et reste un instant la main sur la poignée, à écouter de l'autre côté, comme si quelque chose suit. Hélène se redresse, lui demandant ce qu'il a vu. Il répond qu'il a cru voir un chapeau, qu'il a entendu une bêtise. Il n'ose pas dire la phrase entière, et qu'il devrait peut-être dormir porte close. Hélène acquiesce, apeurée. Elle a rédigé l'après-midi même une nouvelle lettre à son médecin, plus détaillée, moins prudente. Elle y a noté les jours, les heures, les bruits, la fatigue, la douleur au front. Et le fait étrange que rien ne s'entend jamais dans cette maison, quand tout, justement, devrait s'entendre. C'est sa manière à elle de rationaliser. Elle se doit d'avoir une explication extérieure logique à tous ces événements. Il baisse les flammes. Il n'ose pas ouvrir en grand, de peur des courants d'air et des bêtes. Il n'ose pas tout fermer non plus. Par superstition idiote. Alors il garde cette fente ridicule entre la porte et le mur. Dans la pièce, l'odeur sucrée s'épaissit. Un parfum de cire, de laine chaude, et un trait métallique, presque âpre, qui accroche la gorge. Plus présent que jamais. Jack H. s'allonge, les yeux ouverts, le bras posé sur le front, comme pour tenir ses pensées en place. Hélène garde la tête tournée vers la porte. Ils attendent sans se l'avouer, immobiles, chacun à l'écoute de l'autre, pour se prouver qu'ils respirent encore. Plus tard, il ne saurait dire quand, le meuble recommence, tout près. Contre la paroi, avec cette lenteur sûre qui dit qu'on déplace quelque chose de lourd. Dans ce noir qui n'est pas tout à fait noir, avec cette flamme au palier qui refuse obstinément de trembler, il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui manque. L'air, le sommeil, ou la frontière exacte entre ce qui vient des murs et ce qui vient d'eux. Hélène a posté sa lettre la veille, mais c'est un autre courrier qui précipite les choses. Depuis leur arrivée, Jack écrit à son frère pour lui raconter la maison, la fatigue qui colle, les fleurs qui meurent vite, les pas au-dessus d'une pièce vide, les voix sans source, et ce mal de tête qui ne les lâche pas. Et, en lisant la dernière lettre, le frère a compris d'un seul coup qu'il fallait venir. Il était quasiment persuadé de ce qui était en train de se passer dans cette demeure. Bien le bonjour, petit frère. Il passe le seuil de la porte et écoute calmement, sans s'ouvrir de leur peur ni les contester, puis demande qu'on baisse tous les becs de gaz, sauf un, qu'on entr'ouvre plusieurs fenêtres et qu'on lui montre la chaudière, ainsi que le conduit. Devant la chaudière, il passe la main près du tuyau, cherche le tirage, allume une allumette et l'approche de l'aération. La flamme ne se couche pas dans le sens de l'évacuation. Elle papillote, comme si le conduit fuyait. Il repère alors une fissure noircie et des joints à moitié fondus, puis lève les yeux vers Jack, sans théâtre, juste avec ce ton des évidences pénibles. C'est du monoxyde de carbone, dit-il. ici et partout dans la maison. Il monte ensuite vers les becs d'éclairage, il dévisse un verre, observe la flamme qui manque d'air, explique que le gaz de ville utilisé ici, à cette époque, contient déjà du monoxyde de carbone, et qu'avec un conduit fissuré, un tirage défaillant, des fenêtres closes et des tapis épais, la maison garde tout, jusqu'au dernier souffle. Il parle d'oxygène qui manque, de cerveau fatigué, d'oreilles qui interprètent, d'yeux qui comblent les vides, de silhouettes figées, d'un esprit qui invente, et de voix qui semblent vraies, parce que l'air n'en apporte plus d'autres pour les contredire. Vos pas, vos chuchotements, vos meubles qu'on pousse, même la paralysie au réveil de votre enfant, tout peut venir de là. Il demande qu'on ferme le gaz pour la nuit, qu'on cale les portes, qu'on ouvre vraiment les fenêtres malgré le froid, et qu'un fumiste vienne au matin, curer, remplacer et remettre en ordre. La maison respire pour la première fois depuis longtemps. L'air extérieur traverse la cage d'escalier, la petite flamme survivante ne hoquette plus, et le silence change de nature, parce qu'on n'entend plus ce chuchotement gras autour des globes,
mais à nouveau de vrais bruits. Un volet qui bouge, une marche qui répond, et une casserole qui sonne claire. Cette nuit-là, Hélène s'endort sans attendre les 3 coups. L'aîné dort d'une traite. Jack ne s'assoit pas sur la chaise du palier. Et, au matin, personne n'a entendu de pas dans la pièce du dessus. Le fumiste démonte, remplace, nettoie, remet d'aplomb la cheminée, règle la chaudière, vérifie les becs. On garde l'habitude d'aérer. La migraine d'Hélène décroît de jour en jour. Les enfants retrouvent des couleurs. Le bouquet de l'entrée tient une semaine entière. La maison, débarrassée de son souffle sale, redevient une maison. Le soir, Hélène s'arrête sur le palier et écoute longtemps. La flamme neuve est petite, nette, sans hoquet. Il n'y a pas de pas de meubles qui raclent, pas de chuchotement derrière la porte. Seulement l'air frais qui passe d'une pièce à l'autre avec une odeur simple de laine et de savon. Tout est redevenu normal. À un tout petit détail près, car tout aurait pu s'arrêter là, une explication purement rationnelle. Mais, quelques semaines plus tard, toute la famille H est retrouvée morte dans leur lit. Du moins, c'est ainsi que la rumeur l'a raconté. Ce récit s'appuie sur 2 témoignages réels. Les lettres qu'Hélène a écrites à son médecin, le docteur W.H. Wilmer, qui donne la chronologie des phénomènes, et celle que Jack a adressée à son frère, dont la dernière a tout fait basculer, parce qu'elle alignait exactement les signes d'une intoxication domestique. Les lettres adressées au médecin ont été publiées dans la revue médicale American Journal of Ophthalmology en 1921. La suite a confirmé ce que le frère avait deviné. Un conduit fissuré et un éclairage au gaz riche en monoxyde de carbone, des pièces trop closes et un air qui manque. C'est assez pour fabriquer de la tristesse, des migraines, des pas sans corps, des voix sans bouche, des silhouettes immobiles, et cette paralysie qui transforme un lit d'enfant en piège. Ce qui ressemblait à une hantise n'était qu'un empoisonnement invisible, imaginé par le cerveau humain. Du moins, c'est ce qu'en a conclu le médecin. Si une maison ancienne vous donne des maux de tête sans raison, si l'air paraît lourd et que les bruits deviennent étrangement étouffés, pensez d'abord au monoxyde de carbone. Inodore, incolore, mortel. Je vous dis à bientôt, si vous osez revenir. Chaque épisode me demande des dizaines d'heures de travail en dehors de mon activité salariée. Et les revenus publicitaires couvrent à peine les frais structurels du podcast. C'est pourquoi j'ai créé un petit abonnement qui vous permettrait de soutenir la chaîne. Pour moins de 3 € par mois, il vous permet d'avoir accès à tous les épisodes sans pub, en son haute définition et en avant-première, la veille de leur sortie. C'est ce qui va permettre aux Chroniques étranges d'exister. Alors merci infiniment pour votre soutien. Abonnez ou non.